dimanche 30 décembre 2018 que 40 millions d'électeurs étaient appelés à désigner les successeurs de Joseph Kabila après 17 ans de règne en République démocratique du Congo. Un scrutin qui a donné lieu à la première alternance démocratique de l'histoire du pays, une transmission pacifique du pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance en 1960. Il fallait choisir entre Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin du président sortant, Martin Fayulu, les candidats communs de l'opposition, Félix Tshisekedi pour le compte de l'UDPS et l'Union pour la nation congolaise. Gabriel Mokia, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni, ainsi que Noël Tchani. 3 fois reportées, ces élections à un seul tour se sont tenues sans incident majeur. Alors que les résultats n'étaient pas encore disponibles, les deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, avaient déjà contesté dans la soirée le déroulement des opérations de vote. Dans cette même soirée, Emmanuel Ramazani Shadari se disait déjà successeur de Joseph Kabila, et le 10 janvier 2019, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur, résultat confirmé par la Cour constitutionnelle avant la prestation des serments du 24 du même mois. N'ayant pas obtenu la majorité au Parlement, Félix Tshisekedi était obligé de contracter une alliance FCC-Cash, mariage qui ne durera que moins d'une année. La visite du président de l'Assemblée nationale chez Léon Kengo-Adondo, président honoraire du Sénat et plusieurs fois Premier ministre de la République, avait un triple objectif. Elle est de courtoisie familiale et politique. Des courtoisies parce que Christophe Mbosso a choisi ce moment de fête de fin d'année pour rendre visite de réconfort à un aîné qui savoure en quelque sorte sa retraite après des loyaux services rendus à la nation. Elle est aussi familiale parce que c'est l'occasion de réchauffer ces liens familiaux qui ont toujours existé entre les deux personnalités, mais qui ne s'offrent plus d'opportunité de se rencontrer. Enfin, cette visite a un caractère politique parce qu'elle a donné lieu à des échanges autour des questions éminemment politiques et entrées à la marche du pays. Bien, c'est la fin de l'année. Je suis venu d'abord lui souhaiter meilleurs vœux de nouvel an. C'est une nouvelle année qui commence devant nous et Kengo pour nous est une source d'inspiration. C'est un des rares Congolais qui a l'essence de l'État. Donc pour nous, c'est une source d'inspiration. Nous devons venir de temps en temps parler, discuter du problème de notre pays avec lui et avoir ses conseils. Oui, il est disposé à tout moment. Il est en forme. Je remercie Dieu pour ça. Il a toute la lucidité, il a tout son sens d'humour et nous avons encore besoin de lui. Que Dieu lui accorde encore de bons séjours sur notre sol. À côté de sagesse prodiguée à son jeune frère, Léon Kengo-Adondo dit apprécier non seulement l'humilité, mais aussi la simplicité, l'efficacité, la sagesse avec laquelle Christophe Mbosso présidait aux destinées de la Chambre basse du Parlement. Il l'a particulièrement félicité pour avoir remis de l'ordre des sérieux dans le travail parlementaire. L'exercice a valu toute son importance à en croire le président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, MLC-ADN, Maître Alexis Lenga, qui a dirigé cette séance d'évaluation. L'option pour décortiquer les points forts et faibles de la session qui vient de s'achever n'a pas été remise en cause. Cependant, il y a des choses qui sont perfectibles. La production aura été appréciable car la volonté d'être efficace pour les membres du groupe parlementaire MLC-ADN n'a pas chancelé. Les élus nationaux MLC-ADN se sont convenus à amener le bureau de l'Assemblée nationale à parfaire certains aspects de la production législative, notamment les contrôles parlementaires. La Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, a procédé ce jeudi 30 décembre 2021 à la notification et remise des insignes du parti aux 240 comités fédéraux. Une étape très importante pour les partis, indique Valentin Guérengo, président interfédéral MLC Ville de Kinshasa.
Monsieur le coordonnateur interfédéral, au nom du président national du mouvement de libération du Congo, je vous remets ces symboles du parti, en commençant par les textes qui créent la Ligue des jeunes, le drapeau qui incarne l'idéologie du parti et ce qu'on appelle ça comme foulard, cette écharpe-là, que nous remettons, afin que de tout ça, ça sied sur le statut du mouvement de libération du Congo, qui vous donne désormais le pouvoir d'agir et de représenter le parti en toutes circonstances pour ce qui concerne votre structure. Satisfaite du déroulement de la cérémonie, Maître Carmel Bapindi, vice-président de la jeunesse du MLC, donne ici la quintessence de la dite manifestation. Notez que la dite cérémonie s'est déroulée au siège national du MLC, situé dans la commune de la Gombe. Pas de veillée de prière à Kinshasa au réveillon du jour de l'an, sauf dérogation du gouverneur. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Toutefois, seules les églises qui ont obtenu la dérogation du gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka, sont appelées à organiser des veillées de prière. Les récalcitrants verront leur équipement sonore confisqué et les personnes trouvées sur le lieu seront arrêtées. Pour la veille mortuaire, pour la veille de prière au Bassaka chaque fin de l'année, Mbalo, mon conduit gouverneur à lobby, veiller de prière et c'est une cause de dérogation. Ce qu'on a dérogation là, ce que les actes constat la veille de prière, attends va communiquer pour ça le côté état libino, police a quoi au Tchad maboko, na matériel labino, na babaf, to kangango. Si mango pour le bateau tout ça bandoki, pour le bateau chaque jour, bino de bandoki, parce que bateau c'est une bête à mbokate. La vente et l'usage des pétards sont également interdits. Tolobi pe makambo ya ba pétard et Pakistan. Bino boteka ba pétard, oh congolais, oh indien, oh libanais. Police a collé ka kusejiki ba pétard na shawama. Yo pe mutoko betango, yo papa mama, pekisa bana na yo. Soki kaka ba beti pétard, police a koya akucha bino maboko. Parce que bato bazana makambo ebele mikolo ba tension, bato bakaisela masasi, bato bandi ko banga. Esengeli to fete na kimia, to fete na botosi ya mibeko. Comme mboka okende malamu. C'est un budget largement malmené qui présente la Cour de comptes. Dans son rapport sur la gestion des finances publiques au cours des 3 dernières années, la Cour de comptes déplore pour l'exercice 2020 le dépôt tardif du projet de loi sur la reddition de comptes, la non-transmission du rapport sur l'exécution du budget au premier trimestre, mais aussi sur les dépassements des crédits alloués aux dépenses. Le cas le plus frappant a concerné le ministère de Mines avec un dépassement estimé à 96,1% des crédits, le ministère des Affaires étrangères avec 411% ou encore le ministère de la Justice avec 180%. Cependant, les dépassements des crédits à la présidence de la République est en revanche passé de 470% en 2018 à 13% en 2020. Et de réactions des politiques ne sont pas fait attendre. Que nous dénonçons les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence. Et nous l'avions dit que ce sont des détournements, voire même une escroquerie qui a été une procédure d'escroquerie qui a été mise sur pied à la présidence. Les crédits budgétaires sont toujours limitatifs. L'on ne peut pas consommer les crédits ou les prévisions budgétaires de manière illimitée.
La Cour des comptes vient aujourd'hui de faire taire les doutes, les sceptiques et la confusion qui régnait en disant que les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence violent bel et bien la loi des finances, violent le budget. Parce que quand on a prévu 30 000 $ pour la présidence et que la présidence consomme 90 000 $, 3 fois plus, ceci aura comme conséquence le ministre des Finances et celui du budget vont aller couper l'argent dans d'autres ministères pour privilégier la présidence. Et donc les autres institutions vont être handicapées. Si la loi de finances est violée, on peut conclure que c'est une faute parce que c'est une loi qui doit être respectée scrupuleusement et nous condamnons ces dépassements budgétaires, mais il faudrait aussi tenir compte des urgences. Le pays fait face à plusieurs urgences. La présidence n'est pas comme toute autre institution. La présidence est une institution qui doit être opérationnelle. Et cela aussi peut conduire qu'il y ait des dépassements budgétaires. Il ne faut pas toujours en tenir rigueur fortement à l'institution appelée présidence, mais il faut aussi voir les urgences dont elle fait face. Et en mode urgence, nous avons plusieurs urgences qui sont peut-être liées à des décaissements non prévus, mais il faudrait respecter les prévisions parce que la loi de finances exige à ce que lorsque on prévoit un montant X pour telle institution, il ne faudrait pas qu'il y ait dépassement. Lorsqu'il y a dépassement, nous condamnons. Là, moi-même, je peux vous dire que cela ne peut pas en aucun cas passer dans un pays qui est respectueux de lois et textes légaux. La loi des finances, comme toutes les autres lois, doit être respectée. Pour le premier président de la Cour des comptes, les dépassements budgétaires constituent une faute de gestion et sont interdits. C'est une mise au point de la cellule de communication du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention au sujet du dernier rapport de l'ODEP sur la gestion des fonds Covid. Il circule depuis mercredi sur les réseaux sociaux. Rapporte la cellule de communication du ministère de la Santé publique, un pamphlet publié par un certain média en ligne non autrement identifié, relayé par certains internautes citant abusivement et nommément l'actuel ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Dans les pamphlets en question, on insinue faussement que les rapports de l'ODEP auraient cité Dr Jean-Jacques Mbungani d'avoir influencé la gestion des fonds en Covid. Faux, rétorque la cellule de communication du ministère de la Santé qui renseigne qu'il s'agit là, sans plus ni moins, d'une désinformation montée de toutes pièces, car nulle part les rapports de l'ODEP citent le ministre Jean-Jacques Mbungani. Il convient de noter ici que les rapports font allusion à la gestion des fonds de Covid-19 remontant au mois d'avril 2020, période à laquelle l'actuel ministre n'était pas encore aux affaires. Cependant, la cellule de communication du ministère de la Santé publique demande à l'opinion de ne pas faire attention à cette inexactitude faisant partie de ce qu'on désigne. Toutefois, à tutelle, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se réserve le droit d'assigner en justice les auteurs de ce montage. Institut national du bâtiment et des travaux publics. Il était 13h passées des 30 minutes quand le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements est arrivé à l'INBTP. Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Chérubin Okende est allé s'enquérir de la situation de la section des Transports et Voies des Communications. Ici, à l'INBTP, il est prévu une section chargée de transport et voies de communication. Cela nous inspire la confiance du fait que si cette section devient opérationnelle, il y aura des jeunes Congolais qui seront bien formés pour affronter les problématiques qui se posent au secteur de transport et voies de communication. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir. Pourquoi cette section n'est pas encore opérationnelle jusqu'à ce jour? Nous avons eu des éléments d'appréciation. Il nous appartiendra à nous, ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement,
en synergie, en interaction avec notre collègue de l'enseignement supérieur et universitaire pour porter très haut cette voie de l'INBTP. Conduit par le directeur général de l'INBTP, Simon Nanitou Mamavakala, le ministre des Transports a effectué une visite scientifique des installations de cet établissement. Chérubin Okende a été agréablement surpris. En visitant certains laboratoires de l'INBTP, je vous avoue que je ne pensais pas que cette institution avait ce standing en termes de capacité de formation. C'est encourageant. Profitant de la présence du ministre des Transports dans leur alma mater, les étudiants ont été édifiés par Chérubin Okende sur des questions concernant son secteur et surtout Transacademia. Aujourd'hui donc, Transacademia est un projet qui est presque finalisé et l'ambition que nous a communiqué le chef de l'État est qu'à l'occasion de la rentrée académique prochaine, qui est imminente, qui n'attend plus un mois, que ce lancement de Transacademia soit une réalité. Et alors, là, le chef de l'État me recommande de vous inviter, d'inviter la communauté estudiantine à la responsabilité. Comportez-vous comme des dirigeants de ce pays de demain. Avant de quitter l'INBTP, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a couché quelques mots aimables dans le livret d'or. Une nouvelle association sans but lucratif a vu le jour. Il s'agit du caucus AFDCA Espace Grand Équateur. Une sortie officielle haute en couleur agrémentée par l'orchestre Renaud Loquois qui a connu la présence personnelle de leur mentor et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDC, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, une façon pour lui de raffermir les liens de fraternité avec les membres de ces caucus. Prenons la parole pour la circonstance, son coordonnateur est revenu sur les leitmotifs de la création de cette ASBEL. Caucus AFDC à Grand Équateur, à qualité d'organe spécialisé. Il est un espace de réflexion, de suggestions et de stratégies qui a vocation d'intervenir sur toutes les questions politiques intéressant l'AFDCA et dont les retombées impliqueraient directement la population du Grand Équateur. À ce titre, il se veut une instance de consultation préalable par l'entremise de ses animateurs avant la prise de décision par l'AFDCA sur les questions d'intérêt général du regroupement qui impliqueraient les populations du Grand Équateur, ce dans l'ultime but de cristalliser les efforts que fournit au quotidien son initiateur, l'honorable président du Sénat, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, et de leur faire bénéficier à juste valeur aux Équatoriens. Il s'en est suivi le baptême du statut de cette association avant de procéder à l'installation officielle du comité de pilotage du dit caucus composé de 5 membres à qui on a remis les emblèmes du parti, symbole du pouvoir. Modeste Bahati Lukwebo, le leader incontournable des membres de ces caucus, s'exprime en ces termes. Ma joie et ma fierté de voir une équipe aussi dynamique, je le dis en connaissance de cause parce que je connais chacun et chacune des personnes que vous avez désignées pour représenter et défendre les intérêts du Grand Équateur. Je les connais tous. Leur présenter toutes mes félicitations. C'est autour d'un verre que s'est clôturé cet événement. Tanganyika parmi les provinces endémiques au choléra, d'où l'accélération de la campagne de vaccination contre cette maladie mortelle grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une campagne qui cible au total 2 millions de personnes issues de 3 provinces, à savoir Tanganyika, Olomami et Sud Kivu. Ainsi, 2 dizaines de détenus de la prison centrale de Kalemi ont saisi cette occasion pour se faire vacciner. Occasion pour la directrice de la prison de sensibiliser l'ensemble de la population carcérale sur l'importance du vaccin oral contre le choléra. Nous avons lancé les activités de vaccination dans la zone de santé depuis le lundi et c'est aujourd'hui qu'il était prévu à ce que nous puissions vacciner également la population carcérale. Je crois que la prison centrale de Kalemi se trouve dans l'aire de santé clinique.
C'est une aire de santé qui a été aussi sélectionnée pour les activités de la vaccination contre le choléra. C'est une aire de santé qui notifie d'ailleurs beaucoup de cas de choléra. Et même la prison centrale notifie des cas de choléra. Au courant de cette année, la prison a eu à enregistrer déjà 3 cas de choléra au sein de la prison centrale. Ce qui fait que les mesures de prévention, entre autres les mesures d'hygiène que nous avons toujours renforcées, et à ce jour nous avons également la vaccination contre le choléra qui est aussi une mesure préventive qui va contribuer à réduire sensiblement le nombre de cas de choléra dans notre zone de santé. Pourquoi pas arriver à notifier 0 cas de choléra au sein de notre zone de santé, particulièrement au sein de la prison centrale de Calais. Depuis le début de l'année 2021, 10 029 cas suspects de choléra, dont 179 décès, ont été enregistrés dans 87 zones de santé appartenant à 17 provinces. 1081 cas suspects et 7 décès ont été rapportés dans 21 zones de santé de 6 provinces. C'est qu'il y ait une hausse de la notification hebdomadaire. Le pays a enregistré sa notification hebdomadaire la plus élevée de l'année et la majorité de cas, 1057 cas, soit 97,8% dans les provinces du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Sud Kivu. Des actions de riposte, y compris la vaccination, se poursuivent dans ces foyers actifs avec l'appui de l'OMS et des autres partenaires. Pour n'avoir pas obtenu gain de cause à leurs revendications liées au paiement de leurs frais d'installation, y compris les indemnités de sortie, voilà déjà une année, les membres du cabinet Janine Mabunda se sont décidés de passer la nuit à la Belle Étoile depuis le mardi 28 décembre devant le bâtiment administratif du ministère des Finances, lieu où est bloqué le dit dossier. Nous, le collectif des membres du cabinet du bureau Mabunda, nous voulons dire toute notre indignation. Indignation du fait que nous sommes là avec nos conjoints, avec nos enfants depuis le matin pour manifester, exiger le service du ministère des Finances d'être informé sur notre dossier. Malheureusement, depuis le matin, personne, ni le service du ministère, ni le ministre lui-même, alors qu'il était depuis le matin dans son bureau, n'ont fait cas de notre présence ici. Nous avons entendu le ministre jusqu'à sa sortie du bureau. Il nous a vus, mais il ne nous a accordé aucune petite attention. Nous vous avons beaucoup regretté, nous qui sommes des citoyens congolais, de voir un service d'air de l'État congolais que nous prenons en charge du reste à travers nos efforts, à travers notre travail, à travers différentes choses que nous faisons, n'est pas faire cas de nos efforts, de nos démarches, d'être informés sur notre dossier. Nous voulons ici dénoncer cette attitude. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à faire attention à notre dossier, de pouvoir voir l'attitude de ce ministre UDPS qui ne considère pas le peuple pour qui lui travaille, pour qui lui se bat jour, matin et soir. C'est pourquoi nous, avec nos familles, avec nos dépendants, nous continuons à élire domicile devant son cabinet, jusqu'à ce que nous serons payés. Pour rappel, les membres du cabinet Janine Mabunda ont débuté leurs revendications par un sit-in le lundi 28 décembre dernier.